Et ensemble, certains estiment qu'on joue à nous faire peur, qu'on gouverne par la peur. Et quand je dis certains, ce sont des médecins, 35 médecins et chercheurs qui jugent que la politique du gouvernement est trop anxiogène. Et ces médecins disent, nous ne voulons plus être gouvernés par la peur. Alors on va en parler justement avec l'un des signataires. Bonsoir Jean-François Toussaint, merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes directeur de l'Institut de recherche biomédicale et d'épidémiologie du sport. Vous êtes professeur de physiologie à l'Université Paris-Descartes. Vous nous dites donc dans cette tribune qu'on joue à nous faire peur, qu'on gouverne par la peur. Ça a été le cas aujourd'hui, encore tout à l'heure, quand le Premier ministre a pris la parole. Il a gouverné par la peur ce soir ? Non, il me semble que là, il a commencé à prendre très précisément, et il le sait depuis longtemps, puisqu'il a mis en place les étapes du déconfinement, qu'il a commencé à prendre justement les distances nécessaires et trouver sur cette ligne de crête extrêmement difficile à trouver en équilibre entre les contraintes sanitaires et les contraintes économiques, celles qui, à la suite du confinement, vont amener de tels bouleversements que l'économie de la santé elle-même risque d'en pâtir pour les mois et les années à venir. Si on n'a pas d'équipement, si on n'a pas de personnel dans les années à venir pour soigner non seulement les patients du Covid, mais tous les autres, les patients cancéreux, les patients cardiovasculaires, les patients diabétiques, alors à ce moment-là, on va se trouver dans des zones qui seront extrêmement difficiles pour l'ensemble des systèmes de soins français. Donc il est important de trouver cet équilibre. Il me semble que là, entre l'absence d'un recours à un reconfinement général, qui aurait été absolument délétère, la question du retour à une quarantaine de 14 à 7 jours, qui est fondée sur les 2 jours avant, 5 jours après l'apparition des symptômes pour la plus grande contagiosité, et puis surtout le fait d'avoir une priorisation pour les personnes symptomatiques, pour les personnes malades, vraiment pour les tests, et cette priorisation vis-à-vis des cas contacts et également des personnels soignants, est absolument le point sur lequel nous avions dit, et d'ailleurs le Conseil scientifique lui-même avait dit que la stratégie jusqu'à présent était un échec. Donc avoir 20 millions d'euros dépensés chaque jour pour autant de tests qui constituent un échec était vraiment une chose importante pour qu'on remette cette priorisation à l'ordre du jour. Alors vous dites que ça va mieux un peu ce soir, mais vous disiez encore ce matin dans le Parisien que jusqu'à maintenant on gouvernait par la peur. Nous sommes également avec Benjamin Davido sur le plateau. Vous partagez le constat, jusqu'à maintenant, on a été gouverné par la peur, c'est ça ce qui a... Je ne sais pas si on a été gouverné par la peur, mais la réalité c'est qu'on a quand même vécu une première vague qui a été extrêmement anxiogène et qu'on ne veut pas revivre la même. Et que je crois en médecine, c'est le principe de précaution. Et l'idée, au-delà du silence politique qu'on observait globalement ce mois dernier, l'idée, encore une fois, en médecine, en santé publique, c'est le principe de précaution. C'est-à-dire qu'on ne peut pas revenir en arrière. On l'a vécu lorsqu'on arrive dans la deuxième vague, c'est trop tard. Et donc je ne crois pas qu'on peut s'en vouloir au pouvoir politique sur ce point de vue-là. C'est le cas de Mme Bachelot avec l'histoire des vaccins de H1N1 que vous connaissez très bien. Donc je pense que c'est toujours facile a posteriori. Aujourd'hui, et moi je suis d'accord avec Jean-François Toussaint, le discours il est clair, il est rationnel et il n'y a pas d'angoisse. Il faut faire de la pédagogie, il faut faire de l'anticipation et il faut être dans le réalisme. Le réalisme, c'est que la vie doit continuer et c'est ce qui est en train de s'inscrire aujourd'hui. Alors, est-ce qu'on en a fait trop par la peur les uns et les autres autour de la table avant de continuer d'avancer ? Je pense que au printemps, le levier qui a été utilisé pour que nous change, c'est évidemment la peur et davantage que le civisme. Il a fallu le 19 mars un coup sur la tête, on a tous pris un coup sur la tête, c'était la peur et depuis on a tous eu plus ou moins peur, il n'y a aucun doute là-dessus. Nous avons eu moins peur en juillet-août. Est-ce que nous avons encore individuellement chacun peur à la rentrée ? Les plus jeunes n'ont pas peur pour une raison très simple, c'est qu'ils ont intégré le fait qu'il n'y avait pas de victimes létales du Covid. On est ce soir à 400 de morts chez les moins de 50 ans. La tribune dit qu'on est gouverné. Ceux qui décident nous font trop peur, ont trop joué à nous faire peur. Je ne crois pas. Oui, ce qui nous faisait peur, c'était les points quotidiens du directeur général de la santé au mois de mai. Là, j'ai l'impression qu'au contraire, en cette période, le gouvernement est plutôt en train d'essayer de dire marchons sur 2 jambes, à la fois le sanitaire et le reste, la culture, la vie normale, etc. Nous n'avons pas rebasculé vers un tout sanitaire. Olivier Duhamel. Alors, relativement d'accord sur les points quotidiens du directeur de la santé pouvaient nous faire peur, tempéré par le fait que, comme on n'y comprenait à peu près rien, c'était moins grave. J'ai beaucoup de mal par rapport à ce débat sur gouverner par la peur. Quand vous aviez, ce qui était le cas quand j'avais 20 ans, 18 000 morts par an d'accidents de la route, 18 000, 6 fois plus qu'aujourd'hui. Qu'est-ce qui a commencé
à part les mesures type radar sécurité, qu'est-ce qui a commencé à faire prendre conscience aux gens? Des spots publicitaires, mais terrifiants, sur le caractère dramatique des accidents de la route. Est-ce que c'était gouverné par la peur à tort que de faire comprendre aux gens qu'il y avait une tuerie sociétale hebdomadaire sur les routes de France? Je crois pas. Donc qu'à un moment donné, par rapport à un virus qu'on ne connaît pas, on nous fasse prendre conscience qu'il y a un risque élevé de mort et nous faire craindre cette multiplication des morts, qu'est-ce que ça a d'illégitime? Jean-François Toussaint, vous l'entendez, cette position, en effet, de dire, après tout, c'est aussi aider une prise de conscience. D'autres sont allés plus loin en disant, il y a quelques semaines encore, la peur, elle peut être utile, surtout face aux jeunes. Quand les jeunes, cet été, ont peur lâcher la pression. D'ailleurs, on voit que les jeunes, ils sont plus touchés, là, dans nos indicateurs ces derniers jours. Non, cette partie n'est pas efficace du tout sur la population des plus jeunes. Et justement, par rapport à ce que disait l'un de vos invités, c'est celui de la sensation d'invulnérabilité parce qu'ils ne sont pas touchés. Nous avons tous été parfaitement conscients de ce tsunami vécu en mars et en avril. Benjamin Davido le premier, puisqu'il avait au front la responsabilité de soigner ces patients. Et on voit très bien que ce point-là n'est plus du tout la situation que nous connaissons actuellement. Il y a certes une réaugmentation modérée de quelques pourcents par rapport au maxima de mars et d'avril des hospitalisations et des réanimations. Elle est certaine, elle est lente, elle n'a pas du tout la forme exponentielle que nous avons connue dans la deuxième et la troisième semaine de mars et qui a abouti au pic à la fin de ce mois et au début du mois d'avril. Donc ce que l'on voit maintenant, c'est essentiellement une déconnexion totale entre le nombre de cas positifs qui sont liés simplement au fait que les tests sont surpuissants et qu'ils permettent d'aller découvrir des virions mais qui sont en quantité infinitésimale dans les narines de chacune des Françaises et des Français, mais ce n'est pas le même niveau d'agressivité virale parce que probablement les populations, soit parce qu'elles se protègent en s'isolant, soit parce qu'elles défendent une forme d'immunité qu'il conviendra d'étudier et de comprendre parfaitement, qui permet progressivement de réduire la létalité d'un facteur 100. Si c'est le cas, alors ça veut dire que tout ce que l'on a émis pendant cet été, de deuxième vague à venir en juin, de deuxième vague à venir en juillet, de deuxième vague à venir en août, et qui ne s'est jamais trouvé confirmé, montre que nous avions fait des erreurs d'analyse scientifique qu'il faut reprendre maintenant pour savoir précisément de quoi l'on parle et comment on peut prévenir au mieux une éventuelle saisonnalité. Alors, Benjamin Davido, effectivement, personne ne dit qu'on est dans la même situation qu'au mois de mars-avril. Mais par rapport à ce que dit Jean-François Toussaint sur, attention, on s'est peut-être trompé par rapport aux analyses pour la rentrée. Moi, je crois qu'on va arriver, si vous voulez, une prédiction. Je me trompe peut-être, j'ai peut-être pas la bonne boule de cristal, mais on va arriver sur quelque chose proche de nos voisins, c'est-à-dire ce qui se passe en Catalogne. En Catalogne, ce qu'on observe, c'est qu'il y a un flux constant qui est aux alentours de 10% de l'équivalent en hospitalisation de ce qu'on a vécu pendant le pic. Et je pense que c'est ça la réalité, c'est ce que je vis au quotidien. Moi, je fais du soin. Aujourd'hui, je le répète, j'ai 7 malades sur 6 lits d'hospitalisation et ça fait 1 mois. Et ça ne désemplit pas. Dès que j'ai un malade qui sort, j'en ai un autre le lendemain. Et la réalité, c'est qu'on va devoir apprendre à vivre avec. Et avec un chiffre qui n'est plus celui de la première vague, c'est une évidence. Mais il ne faut pas relâcher les mesures. Et c'est grâce au fait qu'on dépiste, grâce au fait qu'on porte le masque, qu'on peut contenir ce chiffre. Alors, comme c'est le cas en Jean-François Toussaint, vous l'entendez ça, chef de service que vous êtes, qui dit peu importe les courbes, mais moi je le vois, au-delà des analyses, au-delà des positivités de tests, dans mon service, ça revient à nouveau, le chiffre augmente. Ce n'est pas de la prédiction. Mais le chiffre augmente, bien entendu. Non, le chiffre augmente, oui, on en est tous conscients, on le mesure. La question, c'est la pente d'augmentation. À quel moment on va se retrouver hors sol et avec un dépassement qui a failli être celui du printemps. Les pentes actuelles ne sont pas des exponentielles. Ce sont des augmentations progressives sur lesquelles on voit sur les cas contacts une progression qui est linéaire à mesure de ce que l'on trouve. Et par contre, sur la réanimation, comme c'est le cas en Espagne d'ailleurs, on voit une augmentation, mais qui est actuellement en Espagne de 94 lundi, 78 décès mardi, 34 décès mercredi et à nouveau 60 décès hier. Donc on est sur une partie qui est fluctuante, qui n'est pas du
du tout exponentielle et qui montre justement potentiellement deux effets, soit des effets sur des groupes qui n'avaient pas été touchés au printemps autour de Madrid, soit sur une saisonnalité qui est finalement celle que l'on va voir pour toutes les autres pathologies qui vont réaugmenter progressivement dans l'hiver. On sait que la mortalité est minimale à la fin du mois d'août, aux alentours de 1200 décès par jour, hors Covid, et qu'elle monte à 1800 fin janvier. Tous les ans, c'est cette fluctuation-là que l'on va avoir et que l'on va voir accompagnée de cas positifs pour des malades qui seront pour certains liés à une véritable agression virale et pour les autres à un portage viral sur des patients cancéreux, sur des patients en insuffisance cardiaque ou d'autres. Donc c'est toute cette question qu'il faut pouvoir parfaitement analyser sur le plan épidémiologique. On continue d'en discuter ensemble. Question de Dominique Seux. J'ai une question, monsieur le professeur. On entend bien que vous nous dites la pente est linéaire, elle n'est pas exponentielle. Mais est-on absolument certain que nous ne sommes sur pas... Sur les cas positifs, c'est ça. Sur les cas positifs. Est-on certain que nous ne sommes pas fin décembre ou la première quinzaine de janvier, ce qui est très compliqué puisque nous n'avons pas d'éléments rétrospectifs sur ce qui s'est passé en janvier. Est-ce que nous ne sommes pas là? Peut-être nous avons un élément rétrospectif majeur. Nous avons un élément rétrospectif majeur. Nous savons que ce virus circule maintenant depuis plus d'un an sur le globe et qu'il a eu cette phase de diffusion massive dès le mois de septembre puis octobre et qu'il a diffusé dans le monde entier, dans une phase qui était sous les radars, avec de premiers cas maintenant qu'on redécouvre a posteriori. On connaît cette phase-là. Il a fallu progressivement arriver dans les conditions qui étaient les conditions d'émergence optimale pour avoir sur seulement 2 semaines la phase exponentielle qui a augmenté pour ensuite culminer très rapidement à la fin mars, début avril, comme je le disais, et pour tous les pays européens de la même façon. Donc on connaît précisément la dynamique de l'épidémie dans sa première phase. La question de la seconde qui est posée actuellement et qui a été à chaque fois mal comprise sur celle d'une potentielle deuxième vague, c'est quel sera le type de cette réaugmentation dont on voit peut-être des prémices actuellement, mais qui pourrait aussi avoir ce taux continu, qui est celui finalement sur lequel les médecins doivent progressivement s'adapter eux aussi pour trouver les conditions qui seront les meilleures. On sait que les traitements ont été améliorés pour réduire la mortalité. Il faut que l'ensemble de la prise en charge puisse bénéficier de cette amélioration aussi. Alors j'en reviens à la question de la peur. Est-ce qu'on a trop gouverné par la peur, agi par la peur ces derniers temps? Mais il y a beaucoup de professionnels de santé qui ont tiré les sonnettes d'alarme. Vous parlez du gouvernement, mais des collègues à vous ont dit régulièrement ces derniers jours, ces dernières semaines sur le plateau, attention, il faut faire attention. Et il y a même ceux qui étaient classés, pardonnez-moi l'expression, un peu dans le clan des optimistes. Jonathan Freund, par exemple, qui est bien connu des réseaux sociaux, il est professeur de médecine d'urgence à la Pitié-Salpêtrière. Il était particulièrement connu pour être un optimiste. Et là, il a dit... Cette fois, il reconnaît qu'il faut être un petit peu moins optimiste, qu'il est allé... Cette hypothèse, dit-il, quand il parlait de la deuxième vague, qu'il n'arriverait pas à la rentrée, était trop optimiste. Donc, c'est pas que le gouvernement. Est-ce que vous dites de vos collègues professionnels qui jouent à faire peur à la population ? C'est pas une question, et Jonathan Freud sait choisir les mots qu'il faut justement pour avoir la pédagogie nécessaire, mais c'est pas une question d'être optimiste ou d'être pessimiste, c'est une question d'être réaliste. Quels sont les facteurs qui sont en train de déclencher cette réaugmentation progressive que l'on voit? Eh bien, ce ne sont pas du tout les mêmes que ceux que nous avons connus dans une population naïve. Naïve, ça veut dire qu'ils n'avaient pas rencontré le virus jusqu'à présent, et qui a été celle de l'explosion du mois de mars. Pardonnez-moi, Or, je reprécise ma question. Ces nouveaux facteurs qui rééquilibrent de façon différente. Oui. Je reprécise ma question. En gros, vous pointez du doigt dans la tribune le gouvernement. Est-ce que vous estimez que certains de vos collègues, et je vais aller plus loin, notamment le Conseil scientifique, puisque vous appelez même à le démanteler ou à le réformer, sont responsables d'une gouvernance par la peur? Vous le dites. Ah bah très clairement, c'est ce point-là qui a été mis en avant de façon excessive par un conseil scientifique qui n'avait plus la légitimité pour le faire et qui avait surtout, outre les aspects qui ont été ceux du confinement avec tous les impacts, tous les effets secondaires majeurs que l'on connaît actuellement et qui sont en train de se révéler. La vraie deuxième vague actuellement, c'est une vague socio-économique et sociétale. Par exemple, les écoles. Le fait de submerger les consultations de pédiatrie actuellement pour des certificats médicaux pour des enfants qui ont des rhumes montre bien que cette inquiétude majeure dans la population qui a été mise en place autour d'une population pour les enfants qui n'en est pas le porteur, qui n'en est pas porteur des maladies et des symptômes les plus graves et qui en est
très peu transmettrice, mais elle l'est. Et donc, ça nécessite de préciser exactement les choses avant qu'on enclenche toutes les mesures qui auraient pu être mises en place si elles avaient répété les erreurs du mois de mars. Donc, quand on parle des écoles, justement, vous nous amenez sur ce terrain, donc on va regarder les chiffres ensemble. C'est 32, on va regarder les chiffres. 32 établissements scolaires. Dites-les-moi bien parce que je ne les vois pas. Ah voilà, 32 établissements scolaires qui sont fermés en France, 524 classes fermées, donc selon le gouvernement. On montre là à l'antenne, vous ne le voyez pas, mais donc un article du Figaro, et vous estimez que ces chiffres sont irrationnels, qu'on ne devrait pas en arriver là et qu'il faudrait calmer le jeu? Eh bien, c'est très clairement une question que pose l'ensemble des responsables, cette fois-ci, des sociétés françaises de pédiatrie, de l'Association française de pédiatrie ambulatoire, qui dit on ne peut pas tenir à devoir remettre à partir de ce moment-là tous ces enfants et tous ces éléments sur des certificats médicaux qui n'ont pas lieu d'être s'il s'agit simplement d'autres coronavirus, ceux du rhume. Et donc à partir de là, on voit bien qu'il y a une très grande difficulté à retrouver un cadre qui soit celui d'un cadre sanitaire et d'un cadre d'activité normale. C'est ça qu'il faut retrouver. Alors Olivier Duhamel sur le plateau. Oui, évidemment votre pensée est libre, le débat est nécessaire, vos propos doivent être écoutés, mais est-ce que vous vous rendez compte de l'incroyable perplexité, pour ne pas dire plus, dans laquelle vous mettez une partie de la population française? Je résume, je vous entends. Et vous me dites, nous sommes en janvier, nous allons y rester. J'entends le professeur Fontanet, ici même, je crois il y a 48 heures, ou un peu plus, peu importe, nous dire, nous sommes en janvier, et si on continue comme ça, on va finir en mars. Alors moi, encore une fois, je suis pour le débat, mais je me dis, si de temps en temps, vous pouviez converger un peu plus, au lieu de nous mettre dans un état, mais pire que la peur, ou avec la peur, moi, ce qui m'angoisse terriblement, c'est la contradiction des discours scientifiques sur cette pandémie, et particulièrement sur ce point de la situation aujourd'hui. Mais la question justement sur la controverse scientifique qui fonde le raisonnement et qui doit fonder la décision, elle est la base de la science. On ne peut pas faire autrement que de poser des hypothèses et ensuite accepter les décisions qui sont prises. Mais néanmoins, sur la compréhension des choses et sur les hypothèses qui les fondent, il faut absolument que l'on puisse discuter de l'ensemble de ces arguments. Je vous remercie Jean-François Toussaint parce que c'est l'heure pour nous de vous laisser filer. Je remercie également Alexis Tessier qui est derrière la caméra, qui a permis la réalisation de ce direct. Mais on va continuer d'en parler, même sans vous, vous me pardonnerez. Je vous souhaite une bonne soirée. Donc, Benjamin Davido.